Et c'est parti, on est en live, bonjour tout le monde. Dites-moi si vous entendez bien le son, etc. C'est le premier live, ouh je suis un peu fort dans mes oreilles, ok. C'est le premier live de la saison pour moi, en tout cas. Le Twitch de No Code France a bien démarré déjà avec pas mal de live super sympa. Mais c'est le premier pour moi aujourd'hui et je vais essayer toutes les 2 semaines, je vais m'introduire dans une seconde, mais toutes les 2 semaines au moins de faire une petite émission sur Zano, qui est donc une solution de back-end en no-code, qui, à mon avis, est une des meilleures solutions. Évidemment, je suis biaisé un petit peu. Et donc, on va passer 1 heure. C'est un peu sous format de Office Hours, où vous pouvez venir avec vos questions, poser des questions, demander si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, on peut essayer de le faire ensemble. Dans l'absence de questions, je vais regarder à la fois les questions qu'il y a sur le Slack, à la fois les questions qu'il y a sur le site communautaire de Zano, pour essayer toujours, l'objectif est de débloquer un peu des gens et d'offrir un peu une perspective sur Zano. Et voilà, et s'il n'y a pas de questions, on passera, on fera un peu des petits projets d'exploratoire sur Zano. Et aussi les release notes, je vais en parler dans une seconde, c'est aussi un axe sur lequel j'aimerais travailler. Je vois DT Neo 12, dis-moi si tu m'entends bien. Oh, son parfait, excellent, merci bien. Ok, donc moi je me présente rapidement, Georges Duverger, je suis l'ancien, je viens de quitter assez récemment l'ancien Head of Product, donc chargé de produit chez Draftbeat, qui est une solution no-code pour faire des applications iOS et Android. Et dans ce contexte-là, donc pendant un peu plus de 2 années, j'ai beaucoup utilisé Zano, parce que Draftbeat était une solution client, donc pour faire juste un peu le front-end de votre application, et avait besoin de se connecter avec un back-end pour gérer les données. Et donc la majorité du temps, je m'intégrais avec Zano, donc ça m'a permis d'explorer l'outil pendant pas mal de temps, depuis pas mal de temps, d'avoir aussi une relation un peu privilégiée avec l'équipe, d'avoir fait une entrevue en anglais avec Sean Montgomery, qui est le CEO de Zano. Donc c'est une compagnie que je suis depuis pas mal de temps. Je fais un peu le pari, moi personnellement, que ce sera une des grosses compagnies de no-code, parce que je pense que non seulement leur produit est pour l'instant un des gagnants, ou en tout cas gagnant ex aequo avec peut-être d'autres outils comme Firebase, mais leur philosophie, je pense qu'il y a une philosophie à long terme qui est très très intéressante pour le no-code. Donc voilà, donc moi je parie un petit peu là-dessus, et c'est pour ça que j'ai envie d'évangéliser ou d'essayer de convertir ou d'aider, pas vraiment de convertir parce que j'ai pas d'action là-dedans, j'ai pas vraiment d'intérêt financier mais dans la compagnie en elle-même, mais essayer d'aider le maximum de gens. Voilà, donc avec ça, c'est parti. On a une petite dizaine de personnes. Dites bonjour dans le chat. On peut faire ça un petit peu de manière interactive. Moi, je suis basé à Boston, donc il est 10 heures en ce moment chez moi. Il doit être, je pense, 4 heures aux États-Unis, en France. Donc dis-moi comment vous allez, si vous êtes encore au bureau, si vous rentrez chez vous. Et c'est parti. Alors, je vais... salut Lil Renald. Je vais partager mon écran. Et on va... est-ce que Xano est open source? Non, Xano n'est pas open source. C'est une bonne question. Alors attends, je partage mon écran. Donne-moi une seconde, je vais répondre à ta question un petit peu mieux. Voilà, donc Xano n'est pas open source. C'est une solution propriétaire. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de changer ou d'explorer le code base, le code de l'application. Il y a d'autres outils un peu plus open source pour du back-end, qui sont, si c'est ce que tu cherches, des open source, qui sont très bien, qui sont à mon avis un petit peu moins intéressants en termes de fonctionnalité, mais voilà, sache qu'ils existent. Je les utilise peu, moi, donc je ne saurais pas vraiment te faire des recommandations sur ces outils-là, mais si tu cherches, tu vas pouvoir trouver des gens qui ont plus d'expérience sur cet aspect-là que moi. Mais non, donc Xano n'est pas open source. Ok, donc j'ai partagé ma fenêtre. Aujourd'hui, c'est le 27. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... ok, on va regarder si vous avez des questions. Ensuite, on va regarder Release Note. Je pense que j'en ai parlé un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre?
projet. C'est là, comme je sais pas si j'en ai parlé, mais c'est la première fois, donc c'est le premier live stream, donc je suis un peu en mode s'organiser pour le reste de la saison. Donc essayer de structurer un peu comment va se passer cette heure dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà. Question, ce que je fais généralement, c'est on a un Slack, je vais le partager également, ce sera... remarque, la majorité des gens doivent connaître le Slack, donc c'est pas la peine que je le montre. On a un Slack No Code France avec un canal qui s'appelle Xano, X-A-N-O. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus, posez vos questions. Je vais essayer, je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, mais j'essaierai au fur et à mesure de la semaine de les enregistrer. Et toutes les questions qui n'auront pas de réponse, ce sera l'occasion d'y répondre. Donc ça, c'est une première partie. Cette semaine, on va être léger en questions, comme j'ai pas fait, c'est la première fois. Les release notes, ça c'est aussi très intéressant. Alors, j'ai commencé à faire... tiens, je vais vous montrer là. J'ai commencé à faire, il y a quelques semaines... des petites vidéos en anglais sur chacune des releases. Donc, release, quand Xano sort une nouvelle version, ils annoncent des nouveautés, ils fixent des bugs, des améliorations sur l'application, etc. Et donc, j'ai fait une petite vidéo le plus rapide possible, parce que le but, c'est c'est pas de faire dans la longueur, pour montrer toutes ces nouveautés et découvrir qu'est-ce que ça change, etc. Alors, j'ai pris du retard, comme vous le voyez, parce que je me suis arrêté le 8 septembre, parce que je suis parti en vacances, dont, entre autres, avec No Code France à Athènes. J'étais avec Stan, Alex et Muriel à Athènes pendant quelques jours pour le No Code House. Je vous invite à aller regarder toutes les vidéos et tout le contenu qui a été créé pendant ce temps-là. C'était assez sympa, un bon échange. Mais donc du coup, j'étais en vacances et donc j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je vais rattraper un petit peu mon retard. Et on va faire, je me suis arrêté à la version 1.46.0. Et donc on va voir, je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres. Donc c'est ce que je vais faire pendant les minutes qui viennent. Et entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je ferai des pauses et on répondra aux questions. Alors, il y a une autre chose qui s'est passée depuis mon retour de vacances. C'est... attends, juste avant, je fais une dernière petite parenthèse pour dire, pour les gens qui connaissent pas... attendez, je me perds un peu dans mes tables. Ok. Pour les gens qui connaissent pas Xano, particulièrement pour les francophones qui connaissent pas Xano, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques semaines, un peu rapide, mais juste une introduction à Xano, donc une dizaine de minutes, 12 minutes, où je couvre un peu les gros concepts. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une workspace, qu'est-ce que c'est que la base, les API, les fonctions, etc. Et comment on peut appréhender l'interface de Xano, comment s'en sortir à très haut niveau, comme il faut une dizaine de minutes pour couvrir un peu tout. Donc, ça couvre pas tout, en fait. Il y a des choses comme les add-ons, dont j'ai pas beaucoup parlé, des choses comme ça. Mais ça vous donne un peu une introduction en français à Xano. Une des critiques, enfin, une des remarques que j'entends le plus avec les gens auxquels je parle avec Xano, c'est que... il n'y a pas beaucoup de contenu en français. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Je vais la partager là. Vous la voyez à l'écran, mais je vais la mettre dans les commentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous n'êtes pas familier encore avec Xano et vous voulez un petit peu découvrir à haut niveau. Je recommande de jeter un coup d'œil à cette vidéo. Ok, donc comme je le disais, j'arrête la parenthèse. Je reviens sur Xano. Il y a un nouveau site de communauté, community.xano.com. Et donc ils ont refait un peu visuellement, et je pense en termes d'organisation, j'ai pas encore trop eu le temps d'explorer, donc on va l'explorer ensemble, mais donc ils l'ont découpé. Avant c'était un peu en mode Circle, qui est un outil pour faire des sites communautaires. Je sais pas exactement si c'est encore Circle et qu'ils ont juste changé le design, ou si c'est une autre solution. C'est possible que ce soit une autre solution. Dans tous les cas, vous avez encore accès à tous les annonces et les nouveautés sur les releases, donc c'est ça sur quoi on va regarder dans une seconde. Vous avez aussi des liens directs vers comment intégrer Xano, qui est donc un back-end, à votre solution front-end, que ce soit Draftbit, donc que je connais bien, que ce soit WeWeb, Webflow, etc. Adalo, Bubble, donc tout ça c'est un peu expliqué dans ce... Enfin c'est pas expliqué, mais c'est des zones pour échanger à ce sujet-là. Et ensuite, vous retrouvez vos canaux de support que vous connaissiez avant, si vous avez une question, des problèmes pour transformer de la donnée, des problèmes pour vous connecter à Xano, des problèmes juste d'autres bugs en général. Donc tout ça, ça n'a pas bougé. Et donc nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est les releases, donc les sorties, les nouveautés. Alors voilà la page.
Comme je le disais, je m'étais arrêté à 1.46.0. Donc si je monte tout en haut... Ah, attendez. Release. Voilà. 1.46. Alors, qu'est-ce qu'on a depuis 1.46.0? Donc celle-là, le 8 septembre, c'est celle dont on a parlé. Et on a 3 nouveautés qui sont sorties depuis, le 20 septembre, le 30 septembre et le 6 octobre. On va regarder, on va prendre ces nouveautés une par une et puis regarder ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre en intro que dont je voulais vous parler? Si vous avez besoin, ouais, bah non, j'allais dire si vous avez besoin d'un plus haut niveau sur qu'est-ce que Zano, etc., dites dans les commentaires, je peux faire une petite parenthèse là-dessus également. Ok, alors c'est parti, 1.46.1. Alors, je fais un disclaimer également, je fais ces petites vidéos sur les releases de manière en direct, donc complètement live, donc il y a des choses que je découvre moi aussi, malgré le fait d'avoir utilisé Zano pendant 2 ans, il y a encore beaucoup de choses que je découvre, ou dont je m'améliore, ou que je raffine mon utilisation. Donc vous allez voir qu'il est possible que je ne sache pas tout faire, que je galère un peu, ou des choses comme ça. Donc ça fait... c'est pas ce qu'il y a de plus idéal pour les vidéos, mais moi j'aime bien ça, c'est un peu plus authentique, on est en train d'apprendre ensemble, c'est un peu l'avantage ou en tout cas c'est un peu l'étape dans laquelle NoCode est en ce moment, c'est qu'on est tous là pour apprendre et à s'entraider. Donc voilà, allez c'est parti. Amélioration, New Fuzzy Search Functionality, Expression Group, Wildcard Support, Partial Phrase Matching, Priority Target. Ok, et ben on va l'essayer. On va essayer ça, on va voir comment marche le Fuzzy Search. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lux and Library no support in Lambda. Ok, donc ça c'est une librairie JS. Input description now showing Swagger. Ah, ça c'est bien. Ok, allez, ben c'est parti. Je vais commencer le premier, puis on les prendra dans l'ordre. Alors, Zano.com, login. Hop là. Arnaud nous dit, si tu veux passer un peu de temps sur les fonctionnalités de calcul, un exemple simple pour faire une multiplication auto sur une colonne qui s'applique à toutes les lignes, ce serait top. Une multiplication auto sur toutes les lignes, ce serait top. Ok. Une bonne idée. Alors, je fais le fuzzy parce que le fuzzy search parce qu'on est parti là-dessus, et puis après on fait ça, on fait la multiplication. Alors, donc ça, c'est mon workspace, ça s'appelle Zano Workspace. Comment est-ce qu'on va faire? On a une liste, on va se faire une nouvelle table, on va l'appeler, je vais faire en anglais parce que la vidéo est en français, mais je vais faire la base de en anglais parce que sinon ça pose des problèmes avec les accents et tout. Ok, products. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre un nom. Voilà. Le nom de product. On va y faire des listes de nourriture. Comme ça, ce sera banane, chocolat. Voilà, j'ai dit qu'on allait le faire en anglais. Pasta. Ok, donc on a quelques trucs comme ça. Je vais changer groceries. Ah, product, c'est bien. On va pas se compliquer la vie. Ok. Et ensuite, on va faire... Là, le but, c'est on va faire de la recherche pour ressortir les bons éléments. Mais comme on va essayer le fuzzy search, on va faire des choses un petit peu plus compliquées comme... chocolate cake. On va réutiliser un peu des mots pour voir comment on s'en sort. Whole wheat pasta. Gluten-free pasta. Gluten-free pasta. Je pense qu'il y a un accent, ça permettra de tester d'autres choses. Voilà, bon, quelques produits, on verra si on a besoin de plus. Maintenant, je vais dans ma liste d'API et je vais aller voir. Je pense que, voilà, par défaut, je sais pas, j'ai pas
insisté là-dessus, mais il y avait une petite case à cocher pour qu'il vous crée les points d'entrée API par défaut. Donc tous les 4 ou 5, la get products, donc pour récupérer tous les produits, post pour en créer un nouveau, delete pour en supprimer un, get pour obtenir un produit particulier et post sur un produit particulier donc pour l'éditer. Donc tout ça c'est venu sans que j'ai rien à faire, ça vient directement. Et moi ce que je vais faire c'est en rajouter un pour chercher. Voilà, donc je vais faire API. I might have to do from scratch. C'est possible qu'il faille que je fasse à partir de scratch. Je vais réutiliser ça. Je ne vais pas démarrer de zéro. Ben si, ce sera plus clair si je démarre de zéro. Sinon, je vais perdre un peu les gens. Ok, from scratch. Donc, ce sera produit. Et je vais l'appeler search. Voilà. Et ce sera un get. Voilà. Oh, je n'ai pas besoin de mettre. Bon rappel, pas besoin de mettre le slash. Il le met par défaut. Vous voyez là, j'ai double slash. Donc, maintenant que je vais sauver. Remove prices cannot be stored. Ok. Ok. Il doit être là. Okay. Où c'est que je l'ai amené? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste voulu le renommer. Où c'est qu'il est parti? What? Je l'ai perdu? Bon, moi je vais le recréer alors. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mauvaise manip. Dans tous les cas, product search, c'est un get. Ok. Oui, il sait qu'il est. Où est-ce qu'il me l'a envoyé? C'est étrange ça. Alors là, j'ai rien. Où c'est qu'il est parti? Un petit bug de Zano pour démarrer la saison tout en beauté. Products. Oh. Peut-être qu'il n'aime pas parce qu'il y a déjà... Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Peut-être qu'il n'aime pas parce que j'ai déjà... Bon, si jamais... Je vais me simplifier la tâche pour le moment. Parce que je pense qu'il n'aime pas... Comme ça, ça risque de tomber dans celui-là, en fait, dans le get product ID. Mais c'est un item de query. Vous savez ce qu'on peut faire? Je vais juste pour l'instant enlever celui-là. Voilà, parce que je n'en ai pas besoin. Voilà, et comme ça je dois pouvoir créer. C'est un bon point. On va voir si c'est le cas. C'est un bon point que, vous voyez, moi j'aimerais qu'en fait celui-là, je puisse avoir celui-là et le product ID. Le problème c'est que en code vous l'écririez de manière, si c'est search ça va là, si c'est autre chose que search ça va sur celui que je viens de supprimer. Malheureusement c'est pas aussi évident ici, mais c'est pas grave, on va partir là-dessus. Bien le bonjour Youssef. Ok, alors en entrée on va lui prendre un petit texte pour lui dire on va chercher juste un texte, voilà, ça juste un champ texte. Donc on va dire search pour banane par exemple. Et ensuite c'est là on va faire le fuzzy search. Voilà, database request. Get all, get records as record, delete, yeah. Okay, on va prendre tout des produits. Et alors là, j'ai pas besoin de faire de filtre. La sortie, ça va être juste le nom. Par contre, moi, ce que j'aimerais faire, c'est le fuzzy search. Donc, je vais ajouter des fonctions conditionnelles. Donc, je reviens un peu sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau. New fuzzy search functionality, expression groups, wildcard support. Donc, comment je fais un wildcard support, partial phrase, matching and priority target. Alors, je vais voir si je le trouve direct ou sinon, on va regarder un petit peu la doc.
Donc moi ce que je veux c'est que le nom rejects match. Ah ouais, donc c'est peut-être juste en utilisant le like. On va voir. Et là en input, je vais lui passer le texte. On va en faire l'approche un peu naïve. J'aime bien démarrer avec une approche un peu naïve et puis après on découvre, on voit ce qui marche pas. En sortie, je vais juste lui renvoyer une liste de produits. Et pour ma réponse, je vais lui mettre cette liste de produits que je viens de créer. Voilà. Maintenant, on va tester. Ok, alors si je cherche avec rien n'est ressorti. Si je cherche avec ban pour banana, rien n'est sorti. Maintenant, si je cherche avec banana, ça marche. Ok. Salut Ben. Donc c'est bien. On n'en est pas encore dans le... tiens, de manière naïve, est-ce que je peux chercher avec ça? Non. Ok. Donc qu'est-ce que me permet de faire... Alors, qu'est-ce qui me permet? On va regarder, fuzzy search. Comment est-ce que je fais ça? Search. Fuzzy search, ok. La normalisation de mots, donc une partie, donc si je cherche bananas, il devrait trouver bananas sans S. Le support des différentes majuscules, minuscules. Chercher avec des priorités différentes sur quel champ on cherche. Ok. Create a search first, create an index. Ah, il faut d'abord que je crée un index. Ok. Add index, search type, movie. Et voilà, avec des priorités. Ensuite, la condition, donc ça c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Movie, dot, search movie, dollar sign. Et ça, qu'est-ce qui me permet de faire le dollar sign? Use a custom query filter. Ok. Et ça se rapporte au nom ici. Ok. On va faire ça. Et c'est parti. Alors, je vais me créer un... je vais écrire un petit peu plus dans ma base de données. On ne va pas y mettre qu'un nom. On va y mettre une description également. Description. This is banana. Chocolate is delicious. Yummy. Ooh. Pasta. Everything choco. RCAF. That's good. Ok, comme ça on a un peu les descriptions. Maintenant je vais créer un index. Alors quel index il m'a dit de créer? On va l'appeler search. Oh, ouais, pardon. Search. On va lui donner... comment il appelait search? Search products. Voilà, on va suivre un peu l'exemple. Hein, en anglais. Ensuite, les champs avec les priorités. Ok. Alors, d'abord, la priorité numéro 1, c'est le nom. Et la priorité numéro 2, c'est la description. Ok. Et ensuite, on va aller faire la requête. Est-ce que tout le monde suit? Le format include. Le format include, qu'est-ce que tu veux dire DT-Neo12? Le format include. Coucou Xavier. Ah non, Xavier, non, maintenant j'ai la pression. Xavier, c'est notre expert résident Zano. Donc il vient pour se moquer. Il vient là et ça le fait rigoler. Bon, bah si je peux le divertir, Xavier, ça me fait plaisir.
Non, honnêtement, Xavier, c'est un pro les anneaux, donc toutes les questions où j'ai pas les réponses, je vais renvoyer à Xavier. J'ai enfilé ma casquette de troll. Ok, donc on en était à, on a créé un index, pardon, je vais résumer un peu pour ceux qui suivent. On a créé un index pour pouvoir faire une recherche fuzzy search sur notre base de données de produits. Donc maintenant on revient dans notre, je vais bouger un peu mes tables, on revient dans notre recherche et on peut maintenant, donc dans notre condition, faire des choses comme, je pense que c'est comme ça. Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est le cas. Hein. Pourquoi product. Je pense que j'aurais aimé qu'il... Enfin, j'aurais pensé qu'il apparaisse là. Peut-être il faut que je rafraîchisse la page, je vais voir. Je pensais qu'il apparaissait par défaut. Peut-être je me trompe. Ah non, et voilà, j'avais juste besoin de rafraîchir un peu la page. Ok, donc c'est une recherche avec mon input qui est juste un champ de texte très simple. Voilà. On sauve. Merci. Et maintenant on reteste. Alors voilà, avant de retester, je regarde un peu. Ah oui, j'ai pas fait le ranking. Ok, peut-être on fera le ranking après, qui est en fait une forme d'organiser la liste qui est retournée. On fera peut-être ça plus tard. Après là, il va me parler des différentes options de recherche. Donc ça, on va essayer ça aussi. History, donc ça c'est les classiques. On va tester le minuscule majuscule. On va tester le wildcard. Store root any contains story store. Ok. Allez, bon, on essaie tout ça. Les expressions, on se le fait. J'en suis où? Voilà. On essaie. Hop. Alors, avant, on voit si quand même ça marche toujours. Notre banane. Ok, c'est la banane. Maintenant, ça on voit rien. Par contre, si je fais ça, je me trompe pas. Voilà. Maintenant, il a trouvé banane. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de tester? On vient de tester le wildcard matching. On va tester le partial phrase matching. Comment je pourrais le tester, ça? Chocolate, je vais le faire avec sur la description. Chocolate is delicious. Est-ce que je mets yeah. Ça devrait marcher. Voilà, il a trouvé bien la description qui va ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut tester? Les groupes. Voilà, voyons voir si on peut tester les groupes. Si je fais chocolate or... est-ce que ça marche? Ok, donc là il a trouvé chocolate or sugar. Et si j'avais mal mis, par contre là je pense... Voilà, il m'aurait rien trouvé si j'avais fait une erreur ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Negation, specific words. Ah, donc il faut qu'il n'y ait pas... Ok, ça c'est un bon petit test que je pourrais faire. Je vais chercher pour healthy. Oh. Ça, il devrait me retrouver... Ah non, il va rien... Ah, si, il a retrouvé ça, ok. Par contre, si je lui dis healthy, mais pas avec AF, voilà. Là, et du coup, il ne le trouve plus parce que je lui ai dit de ne pas prendre les résultats avec AF. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, ça... Priority target. Je pense que ça montre pas mal d'exemples. Non, mais vous faites de la feuille de chèvre, vous n'êtes pas débutant, là. Fuzzy Shirt, c'est pour les débutants, non? Non, c'est pas débutant du tout. C'est pour ça que tu vois, moi je suis. Ils avaient raison. Je suis en train de regarder un peu la doc parce que j'en fais pas souvent la Fuzzy Search. Et puis je voulais voir un petit peu les nouveautés. Mais donc oui, si je perds des gens ou si les gens qui veulent une description un peu plus haut niveau, comment faire la search de base, on a discuté un peu de la recherche de base tout au début, mais n'hésitez pas à poser des questions et je reprends un peu plus haut. Laisse les débutants tranquilles. Ah, pardon, j'avais pas vu l'échange. Laisse les débutants tranquilles, Xavier. Dit Arnaud. Vous êtes rigolo. Ok.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre donc dans les release notes? C'était ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Expression, on l'a vu, c'était avec les parenthèses. Wildcard, c'était avec les étoiles. Partial phrase, on l'a vu aussi ça. Hein. Partial phrase matching, c'était ça, avec l'étoile. Wildcard, c'était avec le 2 points étoile. Partial phrase matching, c'est avec juste les étoiles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Priority target. Alors, priority target, qu'est-ce que c'est encore? Priority targets allow which search index to use for the specific expression can be combined with one. Ah, donc, ok. Toy Story 2, which search all records containing the word turn as well as the work story in any field. Ok. Ok, allez, on essaie. Je n'avais pas fait ça jusqu'à présent. Donc, par exemple, ouais, je vais nous le montrer. Celui-là, le gluten free. Oh! Bah alors, Zano? Bah alors, c'est mon internet qui marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est. Alors, whole wheat pasta. Donc, on va chercher pour whole. Et on va chercher pour healthy dans la description. Donc, si je fais pasta, il va m'en retrouver 3. Mais maintenant, si je veux chercher avec celui qui dit hopefully dans la description, je vais faire hopefully, c'est comme ça, syntaxe. Ouais, est-ce que ça marche? Ah, voilà. Donc, ça me permet de dire, c'est dans la deuxième priorité, donc target dans la deuxième cible prioritaire. Donc la première, si vous vous rappelez, c'est le nom, la deuxième, c'est la description. Donc dans ma deuxième priorité, dans le deuxième champ, je vais chercher pour hopefully. Et donc c'est pour ça qu'il m'a juste retourné celui-là, parce qu'il y a pasta dans le premier et hopefully dans le deuxième. Et en fait, pasta, je devrais pouvoir même lui dire de faire que dans le premier. Voilà. Et alors, si je lui dis maintenant, tu fais pasta, mais dans le deuxième, comme il n'y est pas, il devrait rien me retourner. Voilà, très bien, ça marche à tous les coups, c'est magique. Voilà, super, des bonnes améliorations de search. Voilà, on va laisser ça là, on va passer au suivant. C'était super ça. Vraiment, vraiment cool. Ok, deuxième amélioration, tous les composants de la Loction Library are now supported in Lambdas. Alors, je sais comment est-ce que je pourrais illustrer ça. On va se remettre là-dessus. Donc là, j'obtiens tous mes produits. Ok. Il y a la possibilité de créer dans votre function stack, dans la liste de toutes les fonctions que vous avez exécutées dans une requête API spécifique, vous avez une option qui est lambda, qui vous permet en fait d'exécuter un peu une fonction lambda, donc anonyme, en JavaScript. Et alors là, pareil, j'ai moins d'expérience, mais Luxon est une librairie, et donc on peut faire un petit test. On va essayer de voir comment on peut le tester rapidement, ça. Voilà, ah bah la date, c'est un bon exemple, ouais, voilà. Voilà, on va essayer ça directement. Donc là, je vais lui dire une nouvelle date, ça c'est un format. Ensuite, donc ça va faire appel à la librairie, à l'objet datetime. Il va le prendre sous format ISO qui est ici. Il va y ajouter un mois, changer la time zone et le retourner en ISO. Donc là, on est sur du janvier 2002 et donc là, le retour devrait être sur du février 2002. Voilà. Je vais sauver ça. Je vais l'appeler date. Ok, et maintenant, dans mon retour, au lieu de renvoyer mon produit, je vais juste renvoyer ma date. C'est juste pour tester. Prendre quelques secondes, je ne sais pas pourquoi, un petit problème de performance ce matin. Et voilà, et maintenant on est février 2002. Voilà, donc en fait, il y avait déjà ça si je me trompe pas, mais maintenant j'imagine que c'est supporté par plus de composants. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils entendent par all component. Oh, tous les composants de la librairie Luxon. Donc j'imagine qu'il y avait un support qui n'était pas total auparavant. Luxon qui est donc basé sur Moment, qui était une des librairies les plus populaires en JS pour gérer les temps, les dates, les time zones, tout ça. Et donc là, maintenant, il a l'air de supporter tout Luxon. Ce qui est super, vous pouvez faire plein de choses super cool, comme dire
quelqu'un a posté un commentaire, vous pouvez dire il y a 3 minutes, ou juste faire n'importe quel type de traitement sur vos dates. Donc voilà, ça c'est cool, c'est bien supporté maintenant. Très bonne amélioration. Suivant, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Input description. Oh, attends, j'avais raté, pardon. Arnaud, tu avais dit que tu voulais faire des multiplications avant qu'on passe à la suite. Alors, on va faire ça. Si tu peux, tiens, je vais l'afficher. Si tu peux passer un peu de temps sur les fonctions de calcul, un exemple simple pour faire une multiplication auto sur une colonne qui s'applique à toutes les lignes, ce serait top. Ok, alors je vais essayer, je vais faire ça, puis tu me diras si c'est ce que tu as en tête pour m'assurer que je comprends bien la question que tu veux. Donc là, par exemple, je récupère tous mes produits. Et mettons, à chaque fois, c'est pas idéal, mais à chaque fois que je vais récupérer tous mes produits, je vais changer la quantité. Donc voilà, je vais m'ajouter une petite colonne quantity. Voilà. Qui va être à 0 par défaut. Et à chaque fois, voilà, à chaque fois que je vais charger ça, je vais augmenter, je vais multiplier. Bah, je vais commencer à 1, sinon ça sera toujours 0, de multiplier par 0. Voilà. C'est juste pour illustrer, vous ne feriez pas ça dans un get, évidemment. Mais là, ça devrait faire l'affaire. Donc là, on récupère tous nos produits. Je vais enlever la date maintenant qu'on l'a. Et on va faire une boucle qui va nous permettre, for each loop, sur chaque produit. Voilà, donc sur la liste de tous nos produits. Je vais l'appeler juste product. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire on va éditer le contenu. Donc, on va le faire par l'identifiant. Ça, c'est le produit qui vient de notre boucle. Donc, on va aller chercher l'identifiant ici. Voilà. Et on ne va pas toucher à la date de création, on ne va pas toucher au nom, on ne va pas toucher à la description, mais on va toucher à la quantité. Et ce qu'on va faire, c'est faire la quantité précédente. Voilà. Multiplié par 2. Voilà, un truc très simple. Voilà. Voilà. Et bon, ça, on n'a même pas besoin vraiment d'output. Ça ne nous intéresse pas comme on fait vraiment une boucle. Mais on va quand même retourner toute la liste de produits à la fin au lieu de la date que j'ai supprimée depuis. Voilà. Est-ce qu'on a tout? Donc on récupère tous nos produits, on itère, et sur chacun d'eux, on va changer la quantité. Allez, on teste. Donc là, ça c'est la première. Si je reteste, maintenant il va faire 2. Parce que maintenant il a fait... donc 2, ouais, attendez, je réfléchis. Ouais, maintenant il multiplie tout par 2. Par contre, c'est vrai qu'il y a probablement un décalage parce qu'il va me renvoyer les listes de produits avant qu'elle ait été modifiée. Donc il va peut-être falloir que je la récupère. Mais bon, dans tous les cas, voilà la multiplication. C'est loop la magie. Ouais, bah en tout cas, tu peux le faire comme ça. Donc j'espère. Dis-moi si ça répond à ta question, Arnaud. Je pense que oui, déjà, tu peux le faire de cette manière-là. Je réfléchis, est-ce que tu as une autre façon de le faire qui pourrait être intéressante? Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire qui pourrait être intéressante? Non, je pense que je le ferai comme ça. Après, ça dépend de la multiplication que tu as envie de faire. Est-ce que c'est une multiplication qui est sur quelque chose qui est dans la boucle, sur l'élément, ou si c'est une multiplication qui n'a rien à voir, auquel cas tu pourrais sortir la multiplication de la boucle et juste l'appliquer dans la boucle après. Carrément, c'est good, merci, dit Arnaud, via une tâche. Ouais, donc tu peux faire une tâche qui va être en fait une fonction que tu exécutes toutes les
Attends, je vais l'illustrer, ce sera plus facile. Donc là, j'ai mon API. Où est-ce qu'elle est, ma tâche? Où est-ce que je me l'étais mis? Je me le suis mis là sur getProduct. Voilà, donc ça, je dois pouvoir le convertir en une fonction. Donc, je vais l'appeler multiply, juste pour un test. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu mon esprit ailleurs quelques secondes. J'entendais des bruits ici. Voilà, donc maintenant, j'ai mis tout ça dans une fonction qui s'appelle multiply, qui fait la même chose. Hein, ça n'a rien changé. Ce qui me permet maintenant, quand je viens de faire ma tâche, d'ajouter une tâche et lui dire multiplication. Je vais donner un nom un peu différent pour... multiplication, ok. Et là, tu peux simplement, dans ta function stack, lui faire une fonction qui est celle-là, celle qu'on vient de créer, voilà, et lui dire, ok, exécute ça tous les jours, c'est ça, et que ça s'arrête jamais. Voilà, donc maintenant, tous les jours, une fois par jour, il va me multiplier ma quantité par 2. Voilà. Enable. C'est juste un exemple pour faire des calculs auto, comme sur la table avec une fonction. Ben voilà, donc voilà comment tu pourrais le faire avec une fonction. J'espère que ça répond à ta question. Et je reviens à mes newsletters, à mes release notes. On a un quart d'heure, donc j'aimerais bien un peu finir ça. Ce serait cool de moins finir cette release. On aura fait 1.46.1, puis il restera 1.46.2, 1.46.3. Alors, une autre amélioration, c'est Input Description now show up in Swagger Doc, except for the object. Donc ça, c'est un petit peu un truc que la majorité d'entre vous vont peut-être pas faire l'expérience, mais j'avoue que moi, ça m'est vachement utile parce que typiquement, ce que je fais, quand vous créez une API dans Zano, il vous crée une documentation Swagger, ou OpenAPI. Voilà un peu de quoi ça a l'air visuellement, mais ça, c'est le fichier vraiment en format OpenAPI. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous pouvez prendre ce fichier-là et le mettre dans un autre service pour que cet autre service comprenne directement comment est structuré votre API. Donc par exemple, dans DraftBeat, il pourrait comprendre tout votre API de backend juste en ayant ce fichier-là. Je l'utilise aussi pour Blobber, qui permet de faire un peu une gateway, une interface entre votre API et vos consommateurs pour pouvoir faire du paiement, du versioning, des mises à jour, etc. Donc, typiquement, ce service-là, il a la possibilité, il y a d'autres moyens, mais il a la possibilité de prendre un format OpenAPI comme celui-ci pour complètement comprendre votre backend et que vous n'ayez pas à le remettre à jour à chaque fois que vous changez votre backend. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ça marche très bien si... je vais vous montrer si tous les champs sont bien mis dans ce fichier-là, et particulièrement les champs de description. Comme ça a pour vocation de faire de la documentation, il est bien que ce soit un peu lisible par des humains. Donc, par exemple, vous voyez, si dans mon getProduct, si je lui donne une description ici, je vais l'appeler YOLO. Voilà. Maintenant, voyons voir ce que ça marche. Voilà. Maintenant, le résumé a bien été ajouté à ma description. Donc, quand je vais utiliser ça, ça va être visible par l'autre service. Donc, ce qui vous permet de faire des descriptions à la fois de endpoint. Je pense que ça s'applique aussi sur les descriptions de fonctions. Est-ce que je me trompe? Laissez-moi trouver un bon exemple pour ça. Add description, voilà. Donc, il y a la... Voilà, donc maintenant, j'ai mis une description ici. Voilà. Donc ça, typiquement, vous écririez... ajouter un nouveau produit à ma base de produits. Donc le but, Xano fait un assez bon boulot pour faire en sorte que ce soit assez lisible, c'est chacune de ces lignes dans la function stack, mais c'est vrai que vous pouvez faire un meilleur travail vous-même en ayant des connaissances métiers ou en le mettant ne serait-ce qu'en français. Alors, est-ce que ces champs-là ont été rapportés ici également? Je ne le vois pas.
Donc, quelle était l'amélioration qui a été faite? Input description. Ah, sur les inputs. Ok, donc ce serait plutôt si je fais ici, si je fais celui-là, c'est un mauvais exemple parce qu'il est déjà connecté à ça. Mais si je fais une autre input, Yili, je veux juste voir si ça apparaît dans mon champ OpenID. Ok, donc là, j'ai ma description et tout. Maintenant, si je regarde ma documentation, voilà, il apparaît ici. J'ai ma description. Donc je pense, j'avais pas observé que ça ne marchait pas avant, mais j'imagine que maintenant, toutes les descriptions dans les inputs apparaissent, except for the object type. Ouais, bah ça, c'est exactement, je pense qu'ils veulent dire par là, c'est qu'effectivement, ça qui vient de l'objet, j'ai pas la possibilité de lui mettre une description ici, donc ça n'apparaît pas. Voilà, c'est assez cool comme nouveauté, particulièrement si vous faites des allers-retours avec plusieurs services. Ensuite, des petits bugs fixes, et puis on va terminer là-dessus. Date field were not showing up as a possible option in aggregation mode. Ok. Aggregation mode. Est-ce que je peux essayer de reproduire ça vite fait pour que tout le monde comprenne? Donc ça, si j'ai un get, je vais aller dans cette fonction-là maintenant que j'ai créée. Ici, j'ai la possibilité d'agréger quand vous retournez, vous faites une requête sur base de données, vous retournez tous les objets que vous avez trouvés, vous pouvez les retourner en forme de liste, vous pouvez les retourner juste en forme de booléen où ça n'existe pas, de combien il y en a, donc un compteur, juste un simple objet, donc peut-être le premier, ou vous pouvez stream, c'est encore une nouvelle nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines, je ne vais pas m'étendre, mais c'est très, très, très performant, où vous avez la possibilité d'agréger tout ça. Donc, c'est-à-dire, il va prendre tous les champs et il va faire un peu une forme de calcul sur tous ces champs. Donc, vous pouvez dire organise par. Donc, avant, il n'y avait pas, j'imagine, la possibilité de grouper par la date de création, par une date, en quelque sorte. C'est un peu ça que je lis. Ouais, date fields. Et maintenant, vous avez la possibilité de vous servir de ça pour agréger vos données. Voilà. Et vous pouvez choisir, voilà, faire un compte, une moyenne. Voilà. Donc ça, c'est nouveau, c'est bien. J'essaie, donc, je suis un peu... Dans quel cas je voudrais faire une agrégation? Si je veux retourner, par exemple, un feed avec juste chaque entrée est une journée. Tiens, je vais me faire une petite note. J'explorerai ça. By date field. J'explorerai ça un petit peu si je trouve des idées de démos à faire, ça pourrait être intéressant. Ok, ensuite unknown error on top of API request widget. API request widget. Bon, je sais pas exactement. API request widget. Qu'est-ce qu'ils entendent par API request widget? Oh, celui-là, API request, no request found in the last. Ok, bon, ça devait être une erreur que j'avais pas observée avant. Ensuite, page selector on the database spreadsheet view was running incorrectly when attempting to choose a different page of data. Donc ça, c'est apparemment il y avait un bug dans la pagination ici, qui maintenant a disparu. La sélection de la page dans la vue feuille de calcul qui était rendue de manière incorrecte. Ok. Et finalement, subpath wasn't working properly on the update variable statement. Subpath wasn't working properly on the update variable statement. Qu'est-ce qu'ils entendent par ça? Je vais reprendre ma fonction. Update variable.
va faire un test. On va déjà créer une variable. On va l'appeler test. On va mettre à 0. Voilà. Et ensuite, si je veux faire update variable avec la variable de test, il dit le subpath ne marchait pas ici. Donc, c'est-à-dire quand je prenais un objet, je n'avais pas la possibilité de faire le documentation, d'aller chercher un une sous-clé de cet objet-là. Donc, dans quel cas je pourrais faire ça dans une loop. Regarde, je vais vous faire un meilleur exemple. Voilà, dans ma loop, ici, là où j'augmente les quantités, je vais aussi faire un exemple. Donc, je vais créer une nouvelle variable comme je viens de le faire là. Test 0. Voilà, je vais mettre ça tout en haut. Ok, et maintenant, dans ma boucle, je vais lui dire mets à jour la valeur, donc la valeur test, avec non seulement produit, mais produit point quantité. Alors ça, j'imagine que c'est ça qu'ils appellent subpath. Enfin, ça, je le sais, je l'imagine pas. J'imagine que ça marchait pas avant et que maintenant ça marche. Donc, tiens, je vais retourner test pour voir si ça a bien marché. Donc maintenant, je devrais juste retourner, voilà, 8. Et si je le rejoue, 16, ok. Voilà, donc maintenant ça marche. Il a bien pris le subpath, donc là, juste la quantité du produit dans l'action update variable. Bon, bah très bien, je ne savais pas que ça ne marchait pas avant, c'est une bonne nouvelle. Bizarre, j'utilise cette fonction. Quelle fonction vous aviez? Update variable avec un subpath comme ça? Est-ce que c'est ça que tu dis? Bon, bah dans tous les cas, voilà. Donc ça, c'est 1.46.1. Ça termine un peu notre journée. Ce que je vais faire, c'est je vais faire une petite vidéo en anglais, je l'espère dans la journée, que je vais poster ici, sur YouTube. Donc en anglais pour expliquer un peu ce qu'on vient de voir là. Et ensuite, la prochaine fois, à moins que je le fasse entre-temps, on ira regarder 1.46.2 ou 1.46.3. Et voilà. Voilà ce qu'on va faire. Voilà le programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dot notation dans l'update. Ouais, bah ouais. Je t'avoue que moi non plus, j'avais pas observé, j'avais pas fait l'expérience que ça ne marchait pas. Mais bon, s'ils disent qu'ils ont résolu ce bug, tant mieux. Ok. Entre-temps, d'ici, donc peut-être pas la semaine prochaine, j'ai oublié si c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, dans tous les cas, d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à poser des questions sur le canal Zano de No Code France, donc sur le Slack, il y a un canal XANO. Toutes vos questions et celles qui n'ont pas de réponse, je peux essayer d'y répondre en personne. Et une dernière chose, si jamais vous êtes bloqué, il y a aussi possibilité, je fais moi un peu de coaching, je vais vendre ma sauce pendant une seconde, je fais un peu de coaching pour les gens qui ont des difficultés ou qui veulent en apprendre plus sur Zano ou des difficultés à l'implémenter dans leur projet. Attendez, je vais vous montrer ça, je ne sais pas pourquoi la page est un peu lente. Voilà, donc je vous envoie, je vous poste le lien. Ah bah voilà, ça y est, ça marche. Je peux faire des intros d'une quinzaine de minutes pour qu'on discute et vous voir s'il y a un besoin. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais vraiment, je tiens à dissocier ça de l'activité du live stream de No Code France. Là, le but, c'est vraiment de redonner à la communauté. Donc, ce n'est pas du tout un objectif commercial ou financier ou de promo. Donc, si vous avez des questions, revenez ici à la prochaine édition sur le Twitch de No Code France et on y répondra en live. Voilà, merci à tous, Xavier, Arnaud, Ben, Deteneo, Youssef, ça fait vraiment plaisir de voir Lil Ronald, ça fait vraiment plaisir de voir tout le monde ici. Et puis à la prochaine. Allez, salut, bye.